De vous accueillir aujourd'hui à l'événement Être Zo. Alors l'organisation de cet événement va être un peu particulière aujourd'hui puisque nous serons à la fois en présentiel et en distanciel. Comme vous le savez, le nombre des places dans l'amphithéâtre est limité à 50. Donc nous avons mis en place une web diffusion. Donc certaines personnes vont pouvoir nous suivre en direct et donc j'en profite pour les saluer et pour les remercier aussi d'être avec nous cet après-midi. Alors, je tiens aussi à remercier les services techniques de l'EHESS qui nous ont aidés à mettre en place ce système. Alors, l'événement Être Zo fait partie de deux programmes de recherche que nous menons ici à l'EHESS. Un programme scientifique qui s'appelle Taiwan Studies Project et un programme à portée plus culturelle, Spotlight Taiwan. Ces deux programmes ont fait l'objet de la signature de convention entre l'EHESS, le CNRS, le ministère de la Culture de Taïwan et le ministère de l'Éducation de Taïwan. Alors, l'événement d'aujourd'hui, Être Zo, inaugure un cycle de réflexion que nous souhaitons mener au fil des années autour de la thématique modernité et tradition dans les communautés autochtones de Taïwan. C'est ce que vous avez ici derrière moi. En fait, nous voulons réfléchir à la façon dont les communautés autochtones œuvrent dans le sens d'une modernité économique et sociale, tout en travaillant à la préservation de leur singularité culturelle et linguistique, ainsi qu'au maintien de leurs pratiques et usages ancestraux. Maintenant, nous allons commencer par le film, donc Être Zo, un film documentaire de 30 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au film, et puis après, nous demanderons à Jean-Nu et à Marine de venir avec nous pour un échange avec les membres de la table ronde et avec le public. Voilà, eh bien, merci à tous et puis bon film. Demander aux membres de la table peut-être d'échanger avec vous sur le film. Est-ce que Catherine a peut-être des questions à poser à Jean-Nu et à Marine sur le film ou à faire des commentaires sur le film? Est-ce qu'on peut voir Catherine là? Je pense que là, on a eu une image de quelque chose qui est bien sûr présent chez les Zo, mais qui n'est pas si éloigné de problématiques qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Là, je suis en Bretagne et quand j'entendais un des interlocuteurs du documentaire qui disait quand j'étais petit, on n'avait pas le droit de parler de Zo à l'école, eh bien, ici, les Bretons disent exactement la même chose. Hein. Quand nous étions enfants, nous n'avions pas le droit de parler pour l'école. Donc voilà, les expériences se répètent de par le monde, peut-être à des époques un peu différentes, mais il y a cette problématique de la modernisation voilà, qui passe aussi par des formes d'imposition des langues dominantes, et voilà, c'est quelque chose qui se retrouve dans de nombreuses sociétés. Déjà, je vais vous remercier. En fait, j'ai remercié Samia pour son invitation à participer à cette table ronde, même à distance. Hein, bienvenue chez moi. Et comme le soulignait très bien Catherine, ce film parle d'une génération en particulier, cette génération du retour au village. Et je voulais justement demander au réalisateur s'il pouvait nous en dire un peu plus sur le choix des personnages qui sont présentés dans ce film. Qu'est-ce qui les a amenés à choisir ces personnages, à les interroger? Quel est l'âge justement de ces personnes, de ces acteurs qu'on voit dans le film? Et une petite question de détail, s'ils sont au courant, s'ils savent, qui est propriétaire de ces fameuses plantations de thé à Tavango, dont on parle à peine, puisqu'au finalement on voit que ces jeunes autochtones qui reviennent à leur village doivent travailler pour des patrons qui possèdent ces plantations, et je voulais savoir si on savait qui étaient ces propriétaires des plantations de thé. Oui, disons que nous avions prévu, avant notre départ, il était prévu que nous rencontrions au moins 2 personnes qui se trouvaient là-bas, et puis ensuite ça a été au fil des rencontres. Disons que dès le soir de notre arrivée, la dame de l'auberge qui s'était vraiment souciée de notre
de la route, de si tout se passait bien, qui avait été vraiment prévenante. Elle nous a proposé de rencontrer l'institutrice, c'est bien ça, Naou, l'institutrice. Et puis voilà, très très vite, c'est vrai que les personnes, nous avons rencontré de cette manière les personnes. Et puis en restant plus longtemps et en ayant plus de temps encore pour le film, on aurait pu filmer bien plus de gens, puisque jour après jour, on se rapprochait d'eux et puis on nous proposait de venir on nous proposait de les filmer. C'est vrai qu'on avait rencontré un médecin également qui travaillait dans le dispensaire du village et qui nous avait dit venez, n'hésitez pas, là-bas il y a des personnes âgées qui viennent quotidiennement pour leurs soins et elles seront aussi contentes et fières de pouvoir vous répondre, de vous rencontrer. Mais, voilà, on avait plein d'envie, mais on n'a pas pu filmer non plus tout. Rappelez-nous, vous êtes resté combien de temps, Marie? On est resté 10 jours. 10 jours, d'accord. 10 jours. Non, on devait rester 10 jours, mais on a mis 3 jours pour arriver au village. C'était voilà. C'est un long périple. Voilà, c'est ça. On a mis une semaine oui. au séjour de tournage. Oui. Voilà. Et malheureusement, il y a vraiment des gens qui sont extrêmement intéressants. On n'a pas pu le filmer. Par exemple, Naou, qui est une institutrice, et elle a parlé beaucoup de son père. Oui. Son père, il est peintre. Il a fait énormément de peinture. Oui. Je dirais à peu près dans toutes les zones. C'est tout ce qu'on a vu de peinture, c'est son père qui l'a fait. Oui. Enfin, mais malheureusement, en fait, on a prévu de filmer son père, mais comme il y avait des problèmes perso, on n'a pas pu vraiment le filmer. C'est vrai qu'en fait, c'est beaucoup de rencontres avec les gens, et nous, on a énormément échangé avec les jeunes. Au bout d'un certain temps, on sait qu'on est en train de filmer quelque chose sur le retour des jeunes dans leur village et leur contribution dans l'économie du village. Et il nous arrive vraiment d'avoir des gens qui nous présentent, il y a un tel qui a fait ça. C'était intéressant vraiment de discuter un petit peu. C'est vrai que le cas de Naou, c'était ça. C'était la dame de Auberge qui a nous raconté un peu de Naou, puisqu'elle est institutrice, en fait, elle est aussi chanteur. En fait, elle fait aussi une certaine interprétation de chant. Elle donnait aussi des participations dans les petites pièces de théâtre. C'est vraiment une jeune génération qui sont vraiment revenus, qui ont vraiment beaucoup d'envie et qui ont envie de faire des choses différentes. Et c'est ça qui nous a vraiment, attirés. Et on comprend aussi leur histoire, le fait qu'ils sont obligés de quitter à peu près leur école à partir de 12 ans. Et ça nous a en fait beaucoup, moi ça m'a beaucoup touché, dans le sens que je comprends d'une certaine façon des gens qui viennent d'un petit milieu, qui sont partis dans une grande ville, qui se sentent une certaine malaise, qui sont obligés de vivre un peu dans ce monde, on va dire, capitalisé, mais il y a aussi une espèce de racine qui leur rappelle de revenir dans leur village, de faire des contributions. Et du coup, ça nous a vraiment approchés. Et puis on a aussi participé avec des barbecues des jeunes. Et voilà, on a... La scène qu'on voit à la fin. À la fin, voilà. C'est vraiment le band. Voilà, il y a des gens qui ont travaillé pour par exemple, des députés. Il y a des gens en fait, qui arrêtent des petits auberges. Et pour répondre à la dernière question, sur la question de la propriété de thé, ce qui me semble, ce qu'on m'a un peu raconté, c'est que sur ces zones-là, les jeunes, ils n'ont pas le droit de vendre leurs terres. En fait, c'est une question de l'héritage. Et ils sont tous, en fait, une certaine terre chez tout le monde. Par exemple, Madame Sylvia, c'est la plantation de thé, elle hérite vraiment de son père. Son père, il cultive déjà le thé. Je pense que c'est à peu près le cas d'autres personnes. Ils ont chacun en fait, une certaine partie du thé qu'ils ont hérité de la famille, à mon avis. Voilà, c'est tout ce que je sais. Alors la question de la terre, peut-être que Caroline pourra nous éclairer, mais ce qu'on sait sur les terres, sur les pratiques autochtones par rapport à la propriété de la terre, c'est que les terres sont collectives en fait. Elles sont conçues comme étant collectives. Après, il y a des usages, il y a un usufruit, il y a des usages par rapport à la culture de ces terres. Et je me demande justement, c'est la question qu'on s'était posée quand on a vu le film avec l'équipe de Terrain Studies. On s'était demandé, mais est-ce que ces terres, il faudra vraiment qu'on pose des questions à Sylvia, est-ce que ces terres en fait qui appartiennent à tous,
Elles ne sont pas louées, parce qu'elles ne sont pas cultivées, puisque les jeunes sont bons, elles ne sont pas louées, mais par la tête administrative et politique du clan, donc le tournoi qu'on a vu. Est-ce qu'elles ne sont pas données en location à des personnes qui certainement sont extérieures à la tribu, et ces personnes, bien, elles ont besoin de personnel pour cultiver ces terres, donc elles font appel aux jeunes de la tribu pour les cultiver et en échange d'un salaire. Donc c'est la question qu'on s'était posée, peut-être que Caroline pourra nous éclairer tout à l'heure sur ce point-là, mais effectivement c'est une question qui est au cœur de la problématique en fait du développement économique de ces sociétés et surtout du travail de ces jeunes qui partent alors qu'eux-mêmes peuvent cultiver leurs terres, comme le disait le restaurateur. On a des choses à nous, il faut qu'on les développe, mais malheureusement il y a ça dans beaucoup de facteurs liés à des processus économiques et financiers qui font que c'est assez difficile. Alors peut-être on verra ça plus tard. J'aimerais quand même donner la parole au public, un dialogue avec les réalisateurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport au film ou qui veulent juste échanger avec Marine et Jean-Louis autour de cette expérience dans le village de Capin? Et concernant leur langue d'origine, enfin leur langue natale, de quelle manière est-ce qu'il y a un endroit par exemple pour l'enseigner? Parce que c'est vraiment uniquement de génération en génération, c'est-à-dire c'est une tradition orale. Est-ce qu'il y a des livres, enfin de quelle manière ça se transmet? Avec l'arrivée des prêtres, on va dire chrétiens ou protestants qui sont arrivés dans les tribus à Taïwan, qu'ils ont trouvé en fait une espèce de système de transcription de leur propre langue. Du coup, c'est une espèce de système en fait en lettres, on va dire romain. Et c'est ainsi qu'ils parlaient justement leurs jeunes. Pour eux, enfin, la question de l'anglais, c'est plus facile que leur prononciation de leur propre langue. Parce que transcription de leur propre langue, en fait, qui était faite par les prêtres chrétiens, ça a été en fait en lettres romain. C'est une espèce de certain système. Et du coup, les jeunes, en fait, ils ont du mal à prononcer leurs mots. Des fois, ils se trompent souvent sur les mots. L'un et l'autre, il y a beaucoup de prononciations qui se ressemblent. La deuxième chose, c'est que en fait, maintenant, dans l'école primaire, tous les enfants, ils ont en fait, une certaine heure de l'apprentissage de leur propre langue, y compris l'apprentissage de leur culture. Parce que c'est une tribu de chasseurs, ils ont une certaine camp des fois d'amener les enfants dans la forêt, d'apprendre comment chasser. Et avec la langue de tribu. Voilà. J'ai une deuxième question. Oui, allez-y, je vous en prie. Je voulais juste savoir aussi, du coup, c'est vrai que ce qui est traité, c'est surtout le retour en fait de ces personnes, parce que quasiment toutes parlent d'exil. Au niveau du pourcentage, vous savez à peu près par rapport aux personnes qui quittent et qui reviennent ensuite, est-ce que ça correspond à... C'est une petite partie du coup de la tribu, ou est-ce que c'est de plus en plus fréquent? Enfin, est-ce que vous savez un peu l'évolution Je pense qu'il est trop tôt pour le dire, puisque vraiment, c'est vraiment la génération présente, actuelle, qui a à peu près entre 20 et 30 ans. À peu près. Voilà, qui tente le retour, qui se questionne. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul. Il y a juste une chose qu'il faut rajouter, c'est qu'il y a énormément de gens en fait, qui sont rentrés en fait, à cause de Papa Funza. C'est une espèce. Papa Funza, c'est une espèce de typhon qui arrive à un moment donné, qui a vraiment détruit le village. Oui. Et du coup, les gens qui sont à l'extérieur, beaucoup évoquent de ça. Ils ont décidé de rentrer à ce moment-là. Oui. Parce que le pont a été en fait, détruit. Et qu'en fait, ils ont deux villages de tribus. L'un c'est Tapon, l'autre c'est Tefouillé. L'un et l'autre, en fait, ils se relient par un pont. Oui. Mais comme le pont est détruit, et beaucoup de gens qui sont retournés pour commencer à travailler à ce moment-là. Comme le restaurateur, par exemple, lui, il est revenu à ce moment-là pour aider à reconstruire le village et puis les moyens de transport. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il n'y a pas de collège, en fait, dans les villages. De toute façon, les enfants sont obligés d'aller à l'extérieur du village pour y être éduqués. S'ils veulent faire l'université, c'est la même chose, comme le restaurateur ou des écoles de niveau universitaire, c'est la même chose. Donc les formations sont souvent à l'extérieur. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ayant un diplôme, ils vont chercher du travail à l'extérieur. Et puis petit à petit, comme elle dit Marine, à un certain âge, à la trentaine, on se pose la question de savoir si on va revenir au village. Je comprends les choses comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Je me demandais si c'était la première fois que vous alliez sur ces lieux-là. Et si c'était une zone particulièrement touristique, parce que j'ai cru remarquer qu'il y avait quand même des inscriptions, donc déjà avec une écriture européenne. Voilà, donc je me demandais si c'était une zone touristique.
La culture de ces tribus, leur histoire, plus que c'est un peu donnant-donnant, donc ça amène aussi du tourisme. Et puis les gens sont fiers de leur identité, donc ça leur permet aussi de vivre et de rester dans leur village. Voilà, bonjour, merci beaucoup pour ce beau film. Je suis Père Védrenne des Missions étrangères de Paris, Paris Waikang Chandrahoi. Et je voulais vous poser des questions par rapport à leur religion traditionnelle. Quelle est leur religion traditionnelle? Moi, par exemple, j'étais entre Taipei et Hualien avec les Taroko. Et bien sûr, dans la région de Hualien, où les missions étrangères sont, il y a les religions traditionnelles, mais aussi donc, on a développé le catholicisme là-bas. Tout à l'heure, vous avez parlé des protestants. Donc voilà. Peut-être que justement, sur les questions religieuses, on va peut-être laisser Caroline et puis Jérôme, qui sont vraiment spécialistes des populations autochtones, et Caroline de la population d'eau, d'y répondre. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va peut-être leur demander. Voilà, ce sera très précis et puis ça rentrera dans leur champ de compétences et de spécialités. Je vais vous présenter maintenant. Voici le plan de ma présentation des hommes. Tout d'abord, de l'origine, ensuite, histoire. Donc, pomodienne et austronasienne. Appellation, géographie, localisation, organisation sociale, lieu de vie, relation aux entités naturelles et surnaturelles. Et pour terminer, des évolutions. Les Japonais occupent une commode, puis le KMP à Cuba. À ce jour, 16 peuples aborigènes, dont les autres, ont été reconnus par les conseils des peuples autochtones. Les 16 peuples aborigènes à Taïwan sont situés sur la moitié de l'île commode, principalement dans les zones montagneuses. Ils sont appelés aborigènes des montagnes. Une partie ont été élus avec autant de langues austronesiennes ou dialectes différents. Mais si la linguistique n'est pas ma spécialité, voici les informations intéressantes. Les notions des langues homogènes, classifiées dans la famille des langues austronesiennes, les langues homogènes, moins de 20, se sont divisées à partir de Taïwan dans les trois divisions. Pour connaître le groupe Malayo-Polynésien, occidental environ 200 langues, central environ 120 langues, oriental environ 490 langues. Dans les pays européens de la merci. Si ce n'est pour ajouter un petit détail, c'est qu'il existe un village perdu des Tso. Et je le sais parce que finalement je vis dans ce village qui se trouve dans le comté de Nam Tro, donc pas à Djaï, pas du côté d'Alishan, mais au sud de Nam Tro, de l'autre côté du mont Tchad. Et je vis en fait ma logeuse qui est aussi ma marraine, ce qui fait que je suis un peu Tso moi-même du coup, mon nom est mon nom, en Tso. Je connais un peu cette communauté Tso qui vit finalement au milieu d'une communauté Bunun, car ce village, donc Maraboun, qui a gardé son nom de Tso, Maraboun, est un village qui est à peu près d'un millier d'habitants, 800 Bunun et 200 Tso, et la plupart sont effectivement christianisés, principalement presbytériens, mais aussi un peu catholiques, et l'église du vrai Jésus également. Et donc c'est un village à l'intro et qui pose à peu près les mêmes problèmes qu'on a vu jusqu'à présent, ce qui va permettre finalement de traiter un peu toutes ces questions en une, et d'essayer d'ajouter un autre personnage qui va être celui de ma marraine finalement, Yonghui, à ce panorama et de traiter toutes ces questions en suivant un peu sa biographie dans ce village. Elle-même donc est Tso, elle est originaire de Maraboun, donc à Nam Tro. C'est une infirmière à la retraite, donc une fonctionnaire,
Et elle a pris sa retraite il y a 3-4 ans maintenant, donc un peu plus de 60 ans, et elle est retournée au village, à Maraboun, pour restaurer sa maison et en faire une auberge. Et elle est aussi ministre du culte, pas pasteur, ministre du culte au sein de l'église protestante, qui est donc de l'autre côté de la petite ruelle, où se trouve sa maison. Et donc, Yang est quelqu'un de très actif, puisqu'elle est revenue justement avec sa retraite et ses capitaux, réinvestir dans le village en ouvrant son auberge, en s'investissant dans la communauté presbytérienne du village, et à continuer à faire tourner l'économie locale elle-même, et en s'investissant à divers degrés, notamment politique, puisque durant la présidentielle de 2016, elle faisait partie du groupe de soutien à la présidente Tsai, et elle est conseillère spéciale des affaires autochtones auprès de Taïwan, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc c'est quelqu'un qui est particulièrement investi, sans avoir pour autant un statut de chef ou d'élu. En tout cas, elle est particulièrement investie au niveau de la politique locale, grâce à ce type d'initiative. Donc c'est intéressant aussi d'observer ce type de profil, un peu plus âgé que ceux qu'on a vus dans le film, de gens qui reviennent donc avec une retraite et des capitaux pour réinvestir dans la communauté, se réinstaller chez eux de façon durable et agir en tant qu'acteurs à la fois économiques, religieux, l'investissement dans la communauté presbytérienne et politique. Donc la figure de Yang Hui rassemble un peu ces trois domaines dans lesquels ces acteurs-là peuvent se réimpliquer, ce qui va aussi les amener à s'intéresser à de la production culturelle et notamment ce qu'on revoit émerger maintenant, notamment à travers les églises, du réapprentissage linguistique. Bon, à Maraboun, c'est plutôt le réapprentissage linguistique du Bunun que du Tso. Cependant, il y a ce réinvestissement-là qui est fait par ces générations et donc on essaie quelque part de raccrocher les wagons générationnels à finalement le développement, la transformation économique de ces zones-là. Voilà ce que j'ai à dire au travers de cet exemple, en essayant d'être assez bref et j'espère avoir été assez clair. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie vraiment tous les trois. Merci beaucoup à Caroline pour son exposé. Merci. Nous allons traiter de la question du thé de Taïwan avec M. Wong Jin-Fat, qui est doctorant au Centre de recherche en histoire de la HESS. Et donc, après l'exposé de M. Wang, nous pourrons discuter tous ensemble de ces questions. Avant de commencer, je vous donne quelques images sur le thé parce qu'on pense que c'est difficile. Comme je l'ai dit, connaît particulièrement bien le thé de Taïwan. Et le thé produit par Sylvia Vaiana, donc, qui appartient à la communauté Tso du village de Dabang, donc de la tribu de Dabang. Et voilà, donc nous avons pensé que ce serait une bonne idée de demander à Lydia, puisque Sylvia n'a pas pu venir, de nous présenter en fait ce thé, de nous présenter de façon un peu plus générale le thé de Taïwan, puis le thé. Alors l'arrivée à Taipei, puisque je suis arrivée à Taipei forcément, ça a été, alors j'avais déjà entendu parler bien sûr des maisons de thé à Taipei. Il y a un institut de recherche à Taïwan qui est très actif, le TRES, et qui a travaillé avec le ministère de l'Agriculture sur des... alors c'est plutôt des trademarks pour l'instant, c'est pas de véritables indications géographiques protégées. Oolong, vous avez le Baihao Oolong, donc Oriental Beauty.
dont vous avez parlé aussi, Monsieur Wong, donc qui est un thé qui, certaines périodes de l'année, peut être grignoté par une petite mouche du lieu de vie de Sibia, puisque Dabang est vraiment dans les Alishan. Et le thé noir. Enfin, le thé sombre, c'est le Heicha, le thé noir chinois, et ce que nous on appelle le thé noir en Occident, c'est le Hongcha, le thé rouge. Dans vos tote bags, vous avez un échantillon de chacun. Donc, ce qui est intéressant, c'est un peu comme le vin, c'est de voir avec le même cépage, avec le même cultivar, qui vient exactement du même terroir. Là, il vient du même, c'est un tout petit jardin, vous allez voir par la suite sur les visuels. Ça, après, c'est le kombucha, le continental, c'est plus pour le thé vert, je dirais. Vous voyez la différence de couleur? Vous voyez sur les verres à pied, mais encore plus. Là, vous avez le Hong Anaïsa, et là, vous avez le merci. Merci beaucoup. Le très beau paysage des brumes de la montagne Alishan à Taïwan. Et pour moi, quand je regarde, ça calme aussi les esprits.